Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'une partie, en fait, de mes travaux de doctorat qui s'est intéressé au travail des physiothérapeutes auprès des travailleurs blessés et indemnisés. Et juste pour vous donner un petit peu un avant-propos sur le sujet, je suis physiothérapeute de formation, je travaille encore en clinique, donc vraiment le projet est parti du fait que dans ma pratique auprès des travailleurs blessés, souvent les discussions que j'avais avec mes collègues, des gens au travail, c'était sur les enjeux éthiques ou les malaises éthiques qu'on ressentait dans nos journées. Et puis, je trouvais qu'une clientèle qui était plus fortement éprouvée, c'était les travailleurs blessés et indemnisés. Donc, le projet est né de la rencontre de ces trois univers-là. Puis vraiment, le centre, le cœur du projet, c'était les enjeux éthiques vécus par les physiothérapeutes qui traitent cette clientèle. Alors, comme vous le savez, peut-être déjà, les blessures liées au travail, c'est un enjeu majeur de santé publique. Ça affecte la santé mentale, la santé physique des travailleurs. Ça crée des incapacités prolongées, des absences prolongées au travail. Pour vous donner une idée, en 2015, il y avait plus de 232 000 travailleurs blessés qui ont été indemnisés au Canada. Et au Canada, on a la chance d'avoir par province des commissions d'indemnisation du travail qui vont venir supporter les travailleurs et qui vont gérer le régime de santé et de sécurité du travail. Et ils administrent trois grandes sphères. Donc, la prestation d'invalidité ou la rémunération des travailleurs, les services d'orientation professionnelle, donc si le travailleur ne peut pas retourner dans son emploi prélésionnel, et les services de santé qui comprend les visites aux médecins et les visites également en physiothérapie. Vous le savez peut-être pas, mais les physiothérapeutes, c'est les professionnels clés dans le traitement des travailleurs blessés. En fait, c'est les deuxièmes plus grands professionnels en nombre qui traitent les travailleurs blessés au Canada. Mais leur travail auprès de ces gens-là amène plusieurs enjeux éthiques. Et ils sont propices, en fait, à la survenue d'enjeux éthiques pour deux raisons. D'abord parce que au Canada, la majorité des travailleurs blessés sont traités dans des cliniques privées de physiothérapie. Au Québec, en 2010, il y avait moins de 5% de tous les débours qui ont trait à la physiothérapie qui étaient offerts dans le milieu public. Donc, tout le reste, 95%, étaient offerts dans le secteur privé. Et les soins, bien sûr, sont chapeautés par une commission d'indemnisation du travail, comme je viens de vous dire. Et ça amène une grande complexité dans les soins. Donc, pour ceux qui connaissent peu les travailleurs blessés, je vous ai illustré ça avec un modèle. Donc, ça, c'est un modèle de gestion de l'incapacité pour les travailleurs blessés de Loisel. Donc, au centre, vous avez le travailleur et autour, les différents systèmes qui l'entourent dans sa réadaptation. Donc, en haut, on a bien sûr son milieu de travail avec les gens des ressources humaines, les collègues, les patrons. De l'autre côté, on a le système de santé, donc les médecins qui le suivent, les physios, les infirmières, etc. Et de l'autre, on a le système d'indemnisation, les agents d'indemnisation, la commission d'indemnisation qui le suivent. Donc, tous ces gens-là et tout le travail de ces gens-là sont également encadrés par diverses politiques qui sont de niveau fédéral, provincial et institutionnel, qui amènent une complexité inhérente aux soins. Si on regarde les études qui se sont intéressées aux professionnels de la santé qui traitent des travailleurs blessés, il y en a diverses, mais ils se sont plutôt intéressés aux médecins et aux infirmières. Les défis rencontrés, on a un manque de formation clinique sur c'est quoi le système d'indemnisation dans ma province, un manque de clarté dans les rôles, qui devrait signer les papiers, est-ce que le patient peut retourner ou pas au travail, par exemple, des difficultés associées aux exigences administratives, donc il faut remplir des papiers, le manque de collaboration et une rémunération inadéquate pour les soins prodigués. Parmi tout ça, il n'y a pas grand-chose, comme je vous dis, qui s'intéresse aux physiothérapeutes. Donc, une des problématiques de l'étude, c'est que les écrits scientifiques adressent peu ou pas l'influence du contexte d'indemnisation sur le travail clinique des physios et l'offre de soins en physiothérapie. Donc, ma question de recherche, une de mes questions de recherche était comment les politiques des commissions d'indemnisation du travail et des milieux de soins influencent-elles la pratique des physiothérapeutes et les soins de physiothérapie offerts aux travailleurs indemnisés? Et j'ai utilisé une lorgnette éthique pour aussi évaluer et répondre à cette question-là, puis ça va revenir tantôt dans la suite de la présentation. J'ai choisi d'étudier 3 provinces canadiennes, donc vous les reconnaissez peut-être, la Colombie-Britannique, l'Ontario et le Québec. Pourquoi c'est les 3 provinces les plus populeuses au Canada? Et parce que ces 3 provinces-là ont chacune leur système d'indemnisation. Ces 3 provinces-là ont un système des principes directeurs, en fait, qui sont communs. Donc, dans ces 3 provinces, si on est un travailleur blessé, on doit démontrer qu'on a été blessé dans le cadre de notre travail pour être indemnisé.
et on va être indemnisé sans regard à la cause. Donc, on pourra, en regard de la cause, pardon, on ne pourra pas, par contre, poursuivre notre employeur pour la blessure qu'on a obtenue. Par ailleurs, dans ces 3 provinces-là, on a des différences notables au niveau de la provision ou en fait de l'offre de soins de physiothérapie et je vous en donne quelques exemples. Par exemple, en Colombie-Britannique et en Ontario, on se blesse au travail, on va voir un physiothérapeute. Les physiothérapeutes vont avoir un temps maximum ou un bloc de soins pour traiter le travailleur. Donc, en Colombie-Britannique, c'est 1 semaine d'évaluation et 6 semaines de traitement maximum. En Ontario, c'est 8 semaines. Donc, dans ce bloc-là, la commission d'indemnisation va donner un montant forfaitaire aux physiothérapeutes, aux cliniques de physiothérapie, et les physios auront entre 6 et 8 semaines pour traiter le patient. Au Québec, on est différent. Nous, on paie à l'acte ou à la séance, donc un fee for service. Pour chacun des traitements offerts aux patients, le physiothérapeute va être payé, va recevoir un montant et il n'y a pas de fin préétablie. Donc, théoriquement, on peut traiter le patient en 3 semaines, 4 semaines, 20 semaines, 1 an, etc. Donc ça, c'est des différences importantes au niveau des systèmes. Également, au Québec, c'est le médecin qui a toutes les décisions finales par rapport à ce qui va se passer avec le travailleur. Donc, est-ce qu'il continue ou pas la physio? Est-ce qu'il est retourné au travail ou pas? C'est le médecin qui décide. En Colombie-Britannique et en Ontario, c'est la commission d'indemnisation qui a le pouvoir de décision sur tous ces aspects-là, ce qui est également différent du Québec. Donc là, je ne vous ai pas parlé de toutes les différences, mais ces éléments-là vont vous aider à mieux comprendre les résultats que je vais vous présenter tantôt. Donc, les méthodes, c'était un paradigme constructiviste, donc une approche empirique avec une stratégie qualitative. J'ai utilisé un devis ou un cadre méthodologique qui s'appelle la description interprétative. C'est encore peu connu, ça a été développé par une professeure et infirmière de la Colombie-Britannique, Sally Thorne, et ça tire ses sources de la théorisation enracinée, de l'approche naturaliste, mais l'idée, c'est qu'au lieu de créer une grande théorie en regardant tous les acteurs, puis vraiment de créer une théorie qu'on essaie d'appliquer ailleurs, la description interprétative, ça a une portée un petit peu plus ciblée. Donc, l'idée, c'est vraiment d'explorer un phénomène clinique pour formuler des recommandations pratiques, concrètes dans les milieux. Ça reconnaît aussi l'expérience clinique ou disciplinaire du chercheur, donc puisque je suis physio, ça s'y prêtait bien. Puis, ça vise à orienter la pratique et à proposer des solutions. Comment j'ai collecté les données? Donc, quelles étaient mes sources? D'abord, j'ai fait 2 groupes de discussion avec des physiothérapeutes et des thérapeutes en réadaptation physique. Pour ceux qui ne savent pas la différence, un physio, maintenant, ça a une maîtrise en physiothérapie à l'université. Puis, les thérapeutes en réadaptation, eux, ils ont une technique au cégep. Donc, avec ces 2 groupes-là au Québec, pour discuter des enjeux éthiques, des problèmes d'organisation et des politiques en lien avec les travailleurs blessés. En analysant tout ça, ça m'a permis de créer un guide d'entrevue que j'ai utilisé auprès de 40 personnes, 30 physiothérapeutes, puis 10 dirigeants et administrateurs dans les 3 provinces ciblées. Ces entrevues-là, il y avait une durée d'à peu près 90 minutes en moyenne, puis ont été faites en personne, par Skype ou par téléphone. Finalement, j'ai fait un dernier groupe de discussion au Québec pour discuter des résultats préliminaires de l'étude, voir s'il n'y aurait pas des changements à faire, voir à quel point ça résonnait avec la réalité de ces participants. Ça vous donne un portrait des physiothérapeutes qui ont participé, les 30 physios au Canada, donc c'était réparti assez bien entre les 3 provinces. C'est plutôt des femmes dans la trentaine, ce qui est représentatif des physios au Canada. La majorité travaillait dans le milieu privé avec quelques personnes travaillant dans le milieu public. La plus grande différence, en fait, c'était le nombre d'années de pratique qui était plus grand au Québec que dans les 2 autres provinces. Au niveau des dirigeants et des administrateurs, ils provenaient des 3 provinces. C'était des membres des ordres professionnels, des membres des associations professionnelles provinciales et des membres des commissions d'indemnisation du travail. Et pour eux, je ne donne pas plus de détails parce que c'était un sujet assez tabou et politisé. Donc, je veux préserver l'anonymité des participants. L'analyse des données, c'était assez traditionnel au niveau qualitatif. Donc, toutes les données ont été transférées sous forme de verbatim. Ensuite, j'ai rédigé un synopsis de 2 à 3 pages en réécoutant, après la réécoute de chacune des entrevues. J'ai fait un premier codage, une partie à la main, puis ensuite à l'aide du logiciel NVivo. Et un deuxième niveau de codage qui était, en fait, au fur et à mesure que je recevais des entrevues transcrites, je débutais
l'analyse. Et à travers tout ça, j'ai fait plusieurs tableaux, des cartes conceptuelles, des rencontres d'équipe. Puis c'est ça qui a mené à la conceptualisation finale des résultats. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est une petite section de ces résultats-là qui s'intéresse aux politiques clés ayant un impact sur la pratique clinique. Donc, dans les prochaines diapositives, je vais vraiment vous parler de l'impact de politiques qui proviennent de deux institutions. D'abord, les commissions d'indemnisation du travail. Ça, c'était souvent répertorié dans la littérature. Les politiques des commissions d'indemnisation ont des effets sur les professionnels, mais pas en physiothérapie. Le deuxième, donc les politiques de commission d'indemnisation du travail. La deuxième institution qui était beaucoup moins répertoriée, c'était l'impact des politiques des cliniques elles-mêmes de physio sur la pratique. Les cliniques prennent des choix parfois un petit peu douteux, quelques raccourcis ou mettent des politiques en place qui peuvent affecter les soins. Et c'est ce dont mes participants m'ont parlé. Donc, je vais vous décrire d'abord celles qui concernent les commissions d'indemnisation du travail et celles que les participants ont décrites comme ayant un impact négatif sur les soins ou sur leur travail. D'abord, les communications, vous ne serez pas surpris, dans les 3 provinces, les physiothérapeutes ont dit que pour communiquer avec la commission d'indemnisation, souvent on utilise encore des fax. On doit téléphoner à l'agent qui n'est pas toujours disponible. Plusieurs ont décrit ça comme le téléphone tag. OK, on essaie de s'appeler, on se rappelle, ça fonctionne pas. Ici, les types de rapports à remplir. Plusieurs disaient, j'ai une case, je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent savoir dans cette case-là. Je sais pas à quoi ça va leur servir. Puis les formulaires qu'on utilise, finalement, sont pas utiles au travail qu'on fait. Un autre élément, c'est les tarifs de remboursement. Ça a été discuté plutôt au Québec parce que l'écart est plus grand encore au Québec que dans les 2 autres provinces. Pour vous donner une idée, si vous allez en physiothérapie pour votre cheville demain matin, vous allez sûrement payer entre 60 à 70 $ pour vos traitements. La CNES au Québec paye encore 36 $ pour les traitements pour les travailleurs blessés. Donc, il y a un grand gap entre ce que la CNES paye et ce que les autres clients dans la clinique vont payer. Donc, les physiothérapeutes, bien sûr, disent, il y en a moins dans nos poches, mais ce qui est plus intéressant dans leurs résultats aussi, c'est qu'ils disaient que ça amène un stigma au niveau de la clientèle. Donc, on se dit, les travailleurs blessés, de toute façon, ils payent pas bien. Et tout ça, les physiothérapeutes disaient, on associe un stigma à ces patients-là. Une autre politique des commissions d'indemnisation du travail, c'est les balises de fin de traitement dont je vous parlais en Colombie-Britannique, en Ontario. Plusieurs disaient, oui, selon les guides cliniques qu'on voit ou selon la littérature, 6 à 8 semaines pour tel problème, c'est raisonnable. Mais quand j'arrive avec un travailleur qui a des facteurs psychosociaux, qui a parfois des problèmes au niveau familial parce que là, il n'est plus dans son emploi, problème avec son patron ou avec ses collègues, le 6 à 8 semaines, rapidement, il peut devenir... Ça peut me prendre plus de temps à voir le patient et je suis restreint à mon 6 à 8 semaines. Quand il n'y a pas de prolongation possible ou que la prolongation est refusée, ça amène des problématiques au niveau des soins. Par contre, tout n'est pas que négatif. Il y a aussi des politiques qui ont été perçues positivement par les physios. Et en fait, c'est les physiothérapeutes de la Colombie-Britannique qui ont parlé de 2 nouveaux mandats qui se sont fait octroyer il y a à peu près 2 ans. Un premier mandat d'appeler l'employeur pour voir quelles sont les tâches au travail, qu'est-ce que le patient peut faire, puis comment on peut organiser le retour au travail. Puis le deuxième mandat, c'est en fait de faire une évaluation fonctionnelle globale liée au travail qui va être prise en compte par la commission d'indemnisation du travail. Donc, ces 2 nouvelles politiques-là, bien qu'ils disaient que ça leur ajoute du travail, disaient qu'on les reconnaît, ils disaient qu'on les reconnaît dans leur travail, puis que ça aide à avancer la réadaptation du patient. Puis ça facilite le retour au travail. Maintenant, parlons des politiques des cliniques de physiothérapie, celles qui ont été perçues comme négativement. D'abord, les modes de rémunération. Ça, c'est des éléments qu'on parle beaucoup, encore une fois, au niveau des médecins, mais qu'on parle peu en physiothérapie. En Colombie-Britannique et en Ontario, la majorité des physiothérapeutes qui sont employés dans une clinique privée de physiothérapie vont être rémunérés au pourcentage de ce qui rentre dans la clinique. Donc, si le patient ramène 60 $, on va avoir 50 % 60, mais s'il ramène 40 $, on a moins de sous. Donc, le fait de rémunérer les professionnels au pourcentage, ça aussi, ça contribue, oui, à un mécontentement de la part des professionnels, mais également au fait que les patients, travailleurs blessés qui ramènent moins de sous à la clinique, sont stigmatisés et sont perçus comme des patients qui nous rapportent moins. Ce que ça crée aussi dans les cliniques, c'est vraiment, certains patients disaient dans
participant, disait, ça crée 2 citoyens dans ma clinique. Donc, j'ai les citoyens clients qui payent le tarif normal, puis j'ai mon citoyen travailleur blessé pour lequel il y a plein de petites choses qui sont différentes. Le tarif, mais également des balises. Et ça, c'est la réponse ou les politiques des cliniques privées face aux éléments de tarif de remboursement, aux balises de fin de traitement. Plusieurs physios disent, moi, dans ma clinique, je sais que j'ai 8 semaines, mais puisque mon patron reçoit un bloc d'argent pour ces 8 semaines-là, il me dit, bien, pendant ces 8 semaines-là, tu vas seulement voir le patient une fois par semaine, par exemple, pour qu'on rentre dans notre argent. Mais ces balises cliniques-là se surimposent à l'autonomie professionnelle et au jugement clinique des physiothérapeutes qui, oui, vivent ces enjeux éthiques-là parce que là, si on décide de faire différemment, est-ce qu'on va perdre notre emploi? Est-ce qu'on devrait s'en aller? Bon, ces éléments sont des éléments éthiques, mais les cliniques mettent en place certaines balises qui affectent les traitements. Ce qu'on fait beaucoup au Québec aussi dans les cliniques privées, c'est qu'on va dire l'évaluation va être réalisée par un physio. Et ensuite, le travailleur blessé va être transféré à des thérapeutes en réadaptation physique qui sont moins formés et donc qui sont moins rémunérés pour rentabiliser en fait ce manque à gagner là, au niveau des tarifs de remboursement. Donc, on voit que les politiques des cliniques elles-mêmes affectent vraiment la prise en charge au niveau des patients. Par ailleurs, plusieurs physiothérapeutes ont parlé du soutien de l'employeur qui était vraiment les employeurs qui mettaient en place des politiques pour soutenir les physios. Donc, par exemple, donner des heures pour remplir tout ce qui était paperasse lié au retour au travail, qui donnait de la formation sur le système d'indemnisation pour faciliter le travail des physiothérapeutes. Ça faisait une grande différence là, sur les soins qu'ils offraient à leurs patients. Dans les résultats, ça c'est toujours des résultats. Quand j'ai demandé aux gens quelles sont les recommandations pour les commissions d'indemnisation, qu'est-ce que vous pourriez me dire? Plusieurs ont dit que ça serait bien de mettre sur pied des nouveaux modes de communication, donc les emails ou des sites protégés où on pourrait transmettre l'information. Ce serait vraiment plus à l'heure de l'année 2017. Avoir des formulaires qui sont faits en commun. Donc, des formulaires qui sont créés, oui, par la commission, mais aussi avec des physiothérapeutes, qu'on ait une consultation pour que les formulaires deviennent utiles. Élargir les plages horaires de discussion. Donc, est-ce que les agents d'indemnisation pourraient parler plus tôt le matin ou plus tard le soir, des moments où les physios font leur dossier ou sont plus disponibles. Diminuer la charge administrative. Ça, c'est surtout au niveau de la fréquence des rapports. Donc, est-ce qu'on peut réduire le nombre de rapports, mais que ces rapports-là soient plus signifiants dans ce qu'on transmet? Employer un physiothérapeute conseil, parce que en fait, l'Ontario et le Québec n'ont pas de physiothérapeute conseil dans leur commission d'indemnisation. Donc, toutes les questions qui sont en lien avec la physiothérapie sont répondues souvent par des agents qui n'ont pas nécessairement de formation là, dans le domaine. Puis, bien sûr, c'est revenu augmenter les tarifs de remboursement. Pour ce qui est des cliniques, qu'est-ce qu'on devrait faire différemment? Bien, c'est sûr, plusieurs physios disaient qu'il faut mettre en place des politiques qui assurent l'équité entre les clientèles, ce qui est malheureusement pas le cas actuellement où on a cette division-là entre les deux types de citoyens. Réviser les modes de rémunération, donc est-ce qu'on devrait aller vers le salariat plutôt qu'au pourcentage ou aux patients qui se présentent lors de la journée? Offrir des périodes de temps rémunérées pour faire certaines tâches liées aux travailleurs blessés. Offrir de la formation sur le système d'indemnisation, sur c'est quoi avoir une blessure au travail, comment on fait un bon retour au travail, ce que les physiothérapeutes n'ont pas toujours à l'université et qui apprennent dans leur pratique, puis offrir du support administratif. Donc, bref discussion, c'est sûr que en regard de ces résultats-là qui sont assez frappants, puis un peu malheureux en fait pour le sort des physiothérapeutes et des travailleurs blessés, il faut penser à des pistes d'amélioration pour la pratique. Ce qu'on voit, c'est vraiment que le fait que les travailleurs blessés soient supportés par une commission d'indemnisation et qu'ils soient majoritairement traités dans des cliniques privées, ça amène des tensions, des défis dans la pratique des physios. Et c'est peu illustré dans les résultats de façon écrite, mais j'espère que verbalement, j'ai réussi à faire ressortir ça. Ça amène vraiment des enjeux de justice, d'équité pour les patients, puis ça amène également l'autonomie professionnelle des physiothérapeutes. Il faudrait vraiment s'asseoir, en fait, puis travailler pour faire changer les politiques. Donc, plusieurs recommandations à date étaient vraiment des recommandations cliniques en physiothérapie. On devrait un peu changer la façon dont on fait les choses. On devrait peut-être recommander un retour au travail plus rapide. Mais en fait, les politiques des cliniques elles-mêmes et des commissions d'indemnisation devraient être révisées. Puis ça devrait se faire en partenariat. À l'heure actuelle, les relations sont parfois plutôt adversariales ou de type négociation entre les physiothérapeutes et les commissions. Donc, il faudrait faire changer cet aspect-là pour en arriver plus à un partenariat qui va servir les patients.
C'est sûr qu'il y a des limites à ce projet-là. D'abord, c'est un contexte de recherche politiquement sensible. J'ai plusieurs personnes ou dirigeants qui m'ont dit qu'ils ne voulaient pas participer à l'étude parce que, bon, on ne voulait pas trop divulguer de choses sur les soins de physio et les commissions d'indemnisation. Aussi, d'autres personnes ont refusé de répondre à des questions pendant l'entrevue parce qu'ils jugeaient qu'ils ne voulaient pas être inadéquats ou parler de choses que leur employeur ne voudrait pas qu'ils divulguent. Le choix des groupes de participants et des sources de données, bien sûr, c'est une limite. C'est sûr que les gens qui ont accepté de me répondre, de faire une entrevue d'1h30 avec moi, probablement vivaient plus de tensions éthiques ou potentiellement que ceux qui ont refusé de participer à l'étude. Et puis, c'était que des sources de données auto-rapportées, donc des groupes de discussion, des entrevues, ce qui fait que il y a certainement un biais de désirabilité sociale. Ça aurait été bien de voir aussi peut-être au niveau de l'observation, qu'est-ce qui se passe vraiment dans les milieux. Donc, en conclusion, c'était le premier projet qui utilisait une lorgnette éthique pour regarder les soins de physiothérapie aux travailleurs blessés et qui comparait 3 provinces pour avoir un peu une idée de la différence dans la gestion, les politiques, ce que ça a comme impact sur la pratique. Je pense qu'il y a une réflexion nécessaire qui doit se faire entre tous les acteurs pour mettre sur pied dès maintenant des initiatives concrètes qui vont viser à soutenir les physiothérapeutes parce qu'en fait, à travers tout ça, ce qu'on voit, c'est que plusieurs physiothérapeutes vivaient de la détresse éthique ou vivaient des incongruités dans leur travail qui rendaient leur travail moins agréable et peut-être moins adéquat auprès des patients. Et d'améliorer les soins pour les travailleurs blessés indemnisés. Souvent, quand on parle des travailleurs blessés indemnisés, quand on regarde, on avait fait une analyse médiatique dans les journaux, c'est quand même perçu comme une clientèle privilégiée parce que leurs soins sont remboursés par la Commission d'indemnisation du travail. Mais quand on regarde les résultats de cette étude-là et de d'autres études, on se rend compte que plusieurs éléments au niveau des politiques fait que ce sont pas du tout des gens qui sont privilégiés dans les milieux cliniques. Ça peut affecter leur retour au travail. Donc, je vous remercie. Je remercie les participants au projet, mes directeurs de thèse. Donc, c'était fait sous la supervision de Debbie Feldman, ici à l'Université de Montréal, de Matthew Hunt à McGill, tous les organismes qui ont collaboré, mon équipe de recherche, les gens de l'école de réadaptation. Et merci à vous pour votre présence et votre écoute. Avez-vous des questions?